pour la République. Merci Stéphane d'être avec nous aujourd'hui. Merci Lamia. Vous pouvez aussi applaudir Lamia El Harraj, nouvelle députée du 20e arrondissement. Lamia, c'est l'illustration que le Parti socialiste, il sait en particulier dans les quartiers populaires, se renouveler, se rajeunir, se féminiser, et elle fait un travail formidable à l'Assemblée nationale. Merci à elle. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui rassemblés ici à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. On dit parfois les militants désabusés, les militants pas encore mobilisés. Eh bien écoutez, vous faites aujourd'hui par votre enthousiasme, par votre présence aujourd'hui ici, la démonstration contraire. Merci à vous, ça ne fait que commencer. Chers camarades, permettez-moi d'abord un salut particulier aux élus, aux maires de Seine-Saint-Denis, au premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste, aux militants et aux militants de la Seine-Saint-Denis qui sont présents aujourd'hui et qui ont aidé à préparer l'organisation de ce meeting. Alors elle va nous rejoindre dans quelques instants, mais je veux d'ores et déjà lui dire, bien sûr à Anne Hidalgo, que je vous demande d'applaudir une nouvelle fois, de lui souhaiter d'ores et déjà, et je sais qu'elle nous suit en coulisses, de dire la bienvenue en Seine-Saint-Denis à Anne, ce territoire qu'elle connaît si bien, ce territoire qu'elle a de nombreuses fois arpenté, ce territoire dont le destin est lié à celui de cette belle et grande ville de Paris qu'elle dirige avec talent, ce destin commun qu'avec Paris nous essayons justement ensemble de tracer pour effacer les fractures. Alors, bienvenue, oui, bienvenue dans ce département qui est le concentré de tous les défis sociaux, démocratiques, environnementaux que nous avons à relever. Vous le savez, nous devons en Seine-Saint-Denis affronter notre lot de clichés. Aujourd'hui, puisque vous avez choisi de mettre ce département à l'honneur, je vous en remercie. Car ce territoire, c'est aussi ce territoire d'innovation, d'engagement, de futur au pluriel. Un département de jeunesse, le plus jeune de France métropolitaine. Cette jeunesse, justement, que rarement un quinquennat n'aura autant maltraité. Après l'instauration de Parcoursup, après avoir nié les difficultés de la jeunesse de notre pays et sa précarisation croissante, notamment dans cette période de crise, eh bien, ils veulent maintenant faire payer encore plus l'université. Eh bien, nous ne le laisserons pas faire. Et ne l'ignorons pas, le président sortant et la candidate Valérie Pécresse, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Elle, qui est à la tête de la région Île-de-France, eh bien, a divisé par 2 les crédits de la lutte contre le décrochage scolaire. Elle, qui, maintenant candidate à la présidence de la République, souhaite ressortir le Karcher pour les quartiers populaires. Eh bien, et vous savez, le seul Karcher que la droite a passé dans les quartiers populaires, c'est surtout sur les effectifs de police et les services publics. Eh bien oui, cela non plus, nous ne les laisserons pas faire. Alors oui, je suis fier, nous sommes fiers de vous accueillir toutes et tous, fiers d'accueillir Anne Hidalgo dans ce département d'avenir. Anne, elle sera toujours la bienvenue ici en Seine-Saint-Denis. Mais par contre, je vais vous dire, qui n'est pas le bienvenu en Seine-Saint-Denis? Si celui qui, le mois dernier, a tenu son premier meeting de campagne ici, dans notre département, après l'avoir piétiné,
dans son livre et sur les plateaux télé, accueilli sans aucun scrupule, aucun, par un groupe qui se targue d'avoir signé une charte pour la diversité ethnique et sociale. Nous avons dénoncé cette hypocrisie, certains s'en sont émus, eh bien nous l'assumons et nous continuerons à dénoncer celles et ceux qui déroulent le tapis rouge au discours de haine qui se cachent derrière la liberté d'expression. Qui se cachent derrière la liberté d'expression pour faire grandir le rejet de l'autre, ceux qui nourrissent leur chiffre d'affaires avec le racisme et la xénophobie. Face à cela, nous devons restaurer le cordon sanitaire, reconstruire les digues qui sont tombées les unes après les autres lorsque, souvent, trop souvent, nous avons, et je dis oui, nous avons baissé la garde. Alors je le redis, celles et ceux qui déchirent la société française ne sont pas les bienvenus en Seine-Saint-Denis. Et je suis fier avec vous d'avoir fait condamner encore cette semaine le plus médiatique des fossoyeurs de la République. Alors, chers amis, chers camarades, dans la crise que notre pays traverse, nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité d'être ceux qui affirmons des valeurs, d'être ceux qui les mettons en pratique, d'être ceux qui affirmons que chaque enfant, d'ici, d'ailleurs et d'ici, a sa place dans notre pays, qu'il est la France, qu'il est notre avenir. Alors, Anne Hidalgo a placé l'éducation au cœur de son projet. Ce combat inépuisable pour l'émancipation et l'égalité, elle y a placé tous les services publics qui s'effritent chaque jour un peu plus alors qu'ils étaient la fierté de la France. Que ce sont ces services publics qui nous permettront demain de préserver notre planète, qui nous permettront de refaire société, de réenchanter ce récit national bigarré, où la diversité des parcours, le métissage, la reconnaissance de toutes les mémoires et de toutes les histoires ont leur place pour justement vivre mieux, non pas côte à côte, mais ensemble, oui. Alors, enfin, et je vais conclure, nous avons avec Anne Hidalgo voulu tracer un chemin vers le rassemblement de la gauche et des écologistes. Nous savons qu'il est attendu par les électrices et les électeurs. Nous savons qu'il redonnerait espoir aux abstentionnistes d'hier et de demain, en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans de très nombreux autres départements, régions, villes, métropoles et bien au-delà encore. Cela a été notre locomotive pour l'emporter. C'est aussi ce qui nous permet d'agir au quotidien pour protéger les habitants, pour changer concrètement la vie des gens et pour préparer l'avenir de notre territoire. À Paris, Anne, elle est à la tête de cette belle majorité de gauche et écologiste. Eh bien, je forme le vœu que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous gardions cela en tête. Parce que, je vous le dis pour ma part, j'ai des ennemis à l'extrême droite, des adversaires à droite, parfois des concurrents à gauche, mais le plus souvent des partenaires. Alors, et j'en termine cette fois-ci pour de bon, ayons dans les semaines qui sont devant nous, à l'esprit, ces quelques mots d'un grand président de la République que vous reconnaîtrez, j'en suis sûr. Je crois pour demain comme hier à la victoire de la gauche, à condition qu'elle reste elle-même, qu'elle n'oublie pas que sa famille, c'est toute la gauche. Hors du rassemblement des forces populaires, il n'y a point de salut. Merci. Vous pouvez l'applaudir vraiment très fort. Merci Stéphane pour tes mots, parce qu'effectivement, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un enjeu démocratique majeur. Laissons hurler la meute et de notre côté, construisons autour de nos valeurs, autour du projet qui est le nôtre, autour de nos convictions,
autour de notre héritage politique, un projet pour la France et pour les Français. Il faut redonner de l'espoir. Et cet espoir, nous avons su le porter à travers nos territoires. Là où chacun avait pourtant, soi-disant, prédit la mort du Parti Socialiste, la mort de nos élus locaux dans les urnes, nous avons su, en 2020, en 2021, démontrer qu'à chaque fois, nous étions en capacité de conserver nos collectivités, de conserver nos élus, de nous battre pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est ni plus ni moins qu'un enjeu démocratique. Et nous allons tout de suite regarder ensemble une vidéo qui va reprendre justement cette capacité que nous avons, qui va l'illustrer, à mener campagne sur le terrain et à aller convaincre le plus grand nombre d'hommes et de femmes de voter pour le camp du progrès social, et de porter nos valeurs le plus loin possible. J'ai parcouru des milliers de kilomètres, de Quimper à Avignon, de Douai à Aubenas, de Frontignan au Creusot, de Montpellier à Rennes, de Lille à Perpignan, partout accompagné de mon équipe, cette formidable équipe de France des maires et des élus, grâce à laquelle j'ai eu la chance de rencontrer des centaines d'entre vous, des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes, vivant en ville, petites ou grandes, et à la campagne, des infirmières, des infirmiers, des professeurs, des agriculteurs, des ouvrières et des ouvriers, des cadres et des employés, et de trop nombreuses personnes sans emploi. La France dans toute sa diversité. Je vous ai écouté, j'ai recueilli vos témoignages, vos peurs et vos désirs. Grâce à vous, j'ai mûri mon projet pour la France. Vous m'avez dit, la France est un pays magnifique, on l'aime, on y est bien. Mais vous m'avez dit aussi, la France est un pays où les défis sont nombreux, des urgences réelles et où on ne peut pas se contenter du statu quo. Vous m'avez parlé d'urgence écologique, d'inégalité et d'une vie politique qui ne fonctionne plus. Vous m'avez dit, on attend des femmes et des hommes politiques qu'ils fassent leur boulot. Vous m'avez dit, on attend des femmes et des hommes politiques qu'ils se retroussent les manches et qu'ils s'attaquent aux problèmes qui nous accablent. Vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe. Vous pouvez compter sur moi car je sais que vous êtes là aussi, à mes côtés. Je sens votre énergie, votre envie de transformer ce qui doit l'être et d'apporter le changement dont on a besoin. Je suis Anne Hidalgo, je suis une femme de gauche et je veux réunir la France. Celle que vous attendez toutes et tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un enjeu démocratique qui est en cours. C'est aussi pour ça que nous avons fait le choix, et je vous remercie d'être là aujourd'hui, de maintenir ce rassemblement en dépit du contexte sanitaire. Nous vous demandons de conserver vos masques, nous avons vérifié vos passes sanitaires à l'entrée, nous avons fait le choix d'une très grande salle où chacun peut prendre ses aises. Et merci vraiment à vous d'être là aujourd'hui. Nous allons accueillir maintenant une femme courageuse, une femme déterminée, une femme qui a ses convictions, nos convictions de gauche, chevillées au corps, une femme qui est en capacité de porter une vision extrêmement ambitieuse pour nous, pour nos enfants, pour l'égalité républicaine et pour les valeurs que nous défendons toutes et tous. Je sais que vous toutes et tous lui vouez une certaine admiration, en tout cas c'est mon cas. C'est une femme inspirante qui sait faire confiance aux autres parce qu'elle croit que nos qualités individuelles permettent de forger un projet collectif, permettent de forger des perspectives et des qualités collectives. Merci de vous lever pour faire un triomphe à notre candidate Anne Hidalgo.
chers camarades, vous êtes toujours là, chaleureux, passionnés, vigilants, enthousiastes. Ainsi, je le sais, vous croyez toujours à nos valeurs, à notre projet, aux réformes nécessaires pour le redressement du pays. Vous croyez toujours, comme moi, à l'avenir de la gauche et à l'avenir de la France, contre les défaitistes et les résignés. Vous croyez à la fidélité, à l'amitié et à l'idéal. Alors, honneur à vous! Honneur à vous, les amis! Honneur à vous parce que incroyable coalition s'est nouée pour déclarer cette élection jouée d'avance. Ils s'y sont tous mis pour nous écarter, nous éliminer, nous déclarer illégitimes et siffler la fin du match avant même le coup d'envoi. C'est leur rêve. Enfin une élection sans les socialistes. Enfin une élection sans la gauche républicaine. Pour certains, ce serait tellement plus rassurant. Ce serait tellement plus rassurant, en fait, pour qui? Pour ceux qui veulent que rien ne change. Pour les conservateurs de tout poil, mais aussi, disons-le, pour les populistes de tout plumage. Ces socialistes qui les ont battus si souvent, ces socialistes qui osent mener les réformes qu'ils détestent, ces socialistes qui osent vouloir gouverner, qui osent étendre les droits des exploités, qui osent combattre avec tant de constance pour la dignité des travailleurs, pour l'égalité des citoyennes et des citoyens, pour les femmes victimes d'injustice, mais aussi, surtout, de violence, pour toutes ces minorités discriminées. Ces socialistes qui osent lutter contre les aberrations de la société de marché, contre les menaces mortelles qui pèsent aussi sur notre planète et sa biodiversité. Ces socialistes qui défendent pied à pied les acquis de la République et qui veulent par-dessus tout conjurer les périls qui pèsent sur l'unité même de notre nation. Mes amis, nous sommes là aujourd'hui, il faut bien le dire au cœur vindicatif des conservateurs, parce qu'à ce cœur vindicatif des conservateurs se sont jointes les voix d'une partie de la gauche, qui prétend combattre la droite, mais qui rêve surtout de la disparition de la social-démocratie. Au profit de quoi? Au profit de quoi? D'une radicalité incantatoire qui enfermerait au nom de je ne sais quelle pureté la gauche dans une opposition minoritaire et permanente, tout simplement parce qu'elle refuse de gouverner, car après tout, disons-le, qui a vraiment servi les défavorisés, les classes moyennes, les catégories populaires, les procureurs d'une supposée vraie gauche qui ne cessent de prodiguer leurs leçons, mais qui n'ont jamais vraiment rien fait de concret, de tangible, pour changer la vie ici et maintenant. Ils annoncent la fin de la social-démocratie, la fin de l'État-providence, la fin du compromis social. Mais par quoi veut-il le remplacer? Qu'ils nous le disent, au moins cela éclairerait le débat. Mais encore faut-il le vouloir, ce débat. Et ce débat honnête, ouvert, limpide, celui-là même que j'ai proposé, ils l'ont refusé. Car c'est vrai, après tout, je le redis, qui a aboli la peine de mort, décentralisé le pays, libéré l'audiovisuel, étendu les droits des salariés, instauré le 35e
discriminations frappant les couples homosexuels, protéger la planète avec l'accord de Paris, protéger les libertés publiques, de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, de Jacques Delors, d'Edith Cresson, de Lionel Jospin, de François Hollande, de Laurent Fabius, de Martine Aubry ou de Bernard Cazeneuve et de tant d'autres qui ont gouverné la France au nom des socialistes et aussi de cette gauche rassemblée. C'est elles et eux, nous, qui avons rendu la société plus humaine, plus moderne, plus ouverte. Et ils nous lèguent un acquis précieux. Alors mes amis, nous en sommes les héritiers. Et à nous de nous en montrer dignes. Les amis, sans la gauche socialiste, sans la gauche social-démocrate, sans cette gauche du réel, sans cette gauche de l'action et de gouvernement, la République perd son équilibre et la justice sociale disparaît. Et elle se ramène à quoi? À quoi? À une compétition? De la droite avec la droite? De la droite extrême avec l'extrême droite? C'est le sens, mes amis, de ces grandes orgues déchaînées contre nous par les droites et l'extrême droite. Vider l'élection de son sens. Dépolitiser. Toujours dépolitiser. Pour garder le pouvoir. Au service de qui? De quelques-uns. Déclarer le scrutin fini avant même d'avoir commencé, conforter les privilèges et les prébendes, annoncer la victoire des gens en place avant même que les citoyens l'aient voté, alors que nous le savons, la France a besoin du changement. Elles le savent parce qu'elles voient leur pouvoir d'achat baisser, leurs conditions de vie se dégrader, la précarité ronger sans cesse leur existence, leur retraite toujours repoussée à plus tard, les services publics s'éloigner d'elles, leur santé mal protégée par un hôpital à bout de souffle, mis en danger par aussi cette extension des déserts médicaux qui avait avant aussi dans notre société, tous ces services publics, ce rôle essentiel de maintenir la société. Tous ces acteurs de ces services publics, aujourd'hui mal considérés, n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Leur reconnaissance est négligée, leur fierté blessée par aussi ce discours condescendant venu d'en haut. Les classes moyennes aussi le savent. Elles voient leur position menacée, leur situation durement gagnée, qui est mise en péril. Leurs enfants angoissés par l'avenir, inquiets des dangers courus par l'environnement et par la planète, et aussi cette classe moyenne voit ses espoirs professionnels aussi remis en cause. Les Françaises et les Français le savent aussi, qui voient cette société, notre pays, se scinder en communautés séparées, avec des inégalités qui se creusent entre les catégories, entre les territoires, avec cette unité de la nation minée par les tensions. Alors, mes chers amis, allons-nous céder maintenant? Allons-nous baisser les bras, nous décourager devant ces obstacles? Allons-nous laisser notre France et son message universel de liberté, de progrès, sombrer dans les affres d'un libéralisme toujours plus violent avec les classes moyennes et les catégories populaires, ou encore avec la jeunesse, ou alors sombrer dans un national-populisme mortifère? Mes amis, non, bien sûr, je vous le dis du fond du cœur, avec toute ma conviction de femme de gauche, républicaine et de militante, jamais, jamais
délétère des libéraux et des conservateurs. Non, nous ne reculerons pas devant les forces dangereuses du national-populisme et du racisme. Nous combattons de toutes nos forces ces fantômes du passé qui sont une menace pour l'avenir de la République. Ils veulent une France tournant le dos à ses valeurs. Une France qui romprait avec l'Europe, avec nos engagements internationaux, avec tous les principes des droits humains qu'ils ne cessent de dénigrer. Ils veulent une France enfermée, rabougrie. Nous ne les laisserons pas faire, non! Nous ne les laisserons pas non plus prolonger 5 ans de plus une politique injuste pour les classes moyennes et les plus fragiles, une politique qui prend un retard dramatique dans le sauvetage du climat, une politique, disons-le, qui déstabiliserait encore plus le pays et priverait la jeunesse de France de son avenir. Alors ce serait mal nous connaître et mal me connaître, parce que oui, nous continuerons à promouvoir l'émancipation de toutes et tous. Oui, nous continuerons à nous battre pour une société enfin équitable, une économie enfin maîtrisée, une écologie qui place enfin la France sur la voie du respect de la planète. Oui, nous construirons ensemble une France unie dans la justice. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous, pour vous parler de l'avenir, pour vous parler de notre idéal, mes amis, de vous parler de la France de demain, de celle qui naîtra de notre action commune. Alors, mes amis, je mesure avec gravité l'ampleur de la tâche qui nous attend. Je mesure aussi l'honneur que vous m'avez fait en me désignant comme candidate pour la présidence de la République. Je ne veux pas vous cacher la profonde émotion qui m'étreint en ce moment décisif où, nous le savons, une nouvelle fois, la gauche a rendez-vous avec le peuple de France. Une nouvelle fois, elle doit se hisser à la hauteur de ses missions, reconquérir les classes populaires, délivrer son message d'espoir à un pays divisé, amer, angoissé, pour construire une société meilleure, pour protéger les femmes et donner un effort, un respect. En un mot, mes amis, pour réconcilier la France avec elle-même et lui permettre d'affronter dans la justice les défis du siècle. C'est ça le sens du projet que je viens vous proposer. C'est le sens du projet que je propose au pays. Cette tâche historique, c'est toute ma vie qui l'a préparée. Rien n'est donné aux filles du peuple comme moi, enfant d'une couturière et d'un électricien, si fiers qu'ils soient mes parents, qui furent un temps des migrants et qui m'ont inculqué le sens de l'effort, le sens du travail, le sens de la justice et l'amour de la République. Oui, mes amis, la vie des travailleurs, je l'ai partagée avec fierté, dès le plus jeune âge, de par mon origine, et puis comme inspectrice du travail, au fil d'un métier exigeant et solidaire. La responsabilité sociale et politique, je l'ai apprise, comme beaucoup d'entre vous, comme militante, et puis comme élue parisienne. Le travail collectif, je l'ai assumé comme maire de Paris, avec son cortège de décisions difficiles, mais aussi de réalisations exaltantes. Une femme à la tête de la capitale de la France.
devant la promotion des femmes dans notre société. J'ai mis toute ma volonté, toute mon énergie dans la transformation de ma ville pour en faire la capitale d'un nouveau modèle urbain, plus égalitaire, plus dynamique, plus écologique, qui lui permette aussi d'affronter victorieusement les défis des décennies à venir. Un seul exemple aussi. J'ai mis toute mon énergie pour que les Jeux Olympiques et Paralympiques soient la chance de la grande transformation de la Seine-Saint-Denis. À toi, chers Stéphane, à tous les amis élus de ce très beau territoire, si jeune, tu l'as dit avant moi, si prometteur, je veux aussi vous témoigner mon amitié et nos liens indéfectibles. Alors oui, les résistances, les conservatismes, les batailles pour une ville plus humaine, l'on respire sans s'empoisonner, je les ai éprouvées avec tous mes amis que je salue aussi ici. Et dans ces combats quotidiens, face à quoi? Souvent un concert de critiques, d'attaques personnelles, de dénigrements systématiques, de campagnes violentes aussi de ces lobbies du passé. À chaque échéance, vous le savez, on m'a donné battu, exclu, illégitime, renvoyé à l'opposition. À chaque échéance, à la tête d'une majorité de la gauche unie, j'ai tenu bon et nous avons gagné. C'est le scrutin. Quand vous êtes et on voudrait que je me résigne devant la difficulté. Alors, à tous ces prophètes de malheur, je leur dis, mais dans vos rêves! Ils reconnaissent au moins une qualité, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du combat, je n'ai pas peur de l'adversité. Avec vous, nos valeurs pour le peuple de France. Alors là, ce combat, nous allons le mener ensemble. Et nous n'avons pas peur. Je n'ai rien à vous promettre que l'effort, la constance, la volonté, le terrain, la rencontre avec les Françaises et les Français. C'est une voie ardue, elle est semée d'embûches, mais c'est la voie du changement et c'est la voie de la justice. Et dans cette campagne rude, je veux vous le dire aussi, mes amis, je veux porter avec fierté notre identité. Et quand je vous parle ici, en Seine-Saint-Denis, maintenant, d'identité, c'est bien évidemment de l'identité républicaine de la nation. Ce creuset qui unit, qui rassemble, aux antipodes de tous ceux qui brandissent l'identité. Pourquoi faire? Pour mieux exacerber les clivages et les tensions, pour dresser les Français les uns contre les autres, pour agiter les cœurs dont ils se repaissent au cœur de cette identité républicaine, de nos valeurs, au cœur de mon engagement, de ce qui m'a construite, de ce qui m'anime aujourd'hui et me guidera demain. Il y a une triple exigence et une boussole à chaque instant. La triple exigence, c'est l'obsession de l'égalité, l'attachement indéfectible à l'universalisme contre toutes les formes d'assignation identitaire et de communautarisme. Les combats pour l'émancipation, et notamment celle des femmes, mais aussi les libertés individuelles et collectives. Et la boussole de chaque instant pour garder le cap de la République, de cette République protectrice et émancipatrice, c'est la laïcité. Alors oui, les amis, soyons fiers d'être universalistes, soyons fiers de défendre, de promouvoir la laïcité, soyons
des républicains conséquents et exigeants, car ces combats ne s'éteignent jamais. Nous l'avons parfois oublié. Mais les coups de butoir des adversaires de la laïcité nous rappellent à notre devoir de vigilance et de mobilisation. Mes amis, je l'ai proposé avec beaucoup de franchise, j'ai proposé de remédier aussi à cette division de la gauche, en organisant une élection qui départage les principaux candidats, ceux qui veulent bien sûr gouverner ensemble. C'était une proposition simple, réaliste, honnête. Vous l'avez soutenue. J'ai aussi proposé que cette démarche soit précédée de débats devant les Françaises et les Français pour qu'ils puissent se forger une opinion. J'étais prête, en prenant le risque, si jamais nous ne gagnions pas cette primaire-là, à me ranger loyalement derrière le vainqueur. Il faut malheureusement le dire, sans la participation des Verts, la primaire de la gauche a perdu tout son sens. Et cette élection avant le premier tour qui devait nous unir, ils ne l'ont pas voulu. Alors, la page est tournée, je défendrai notre projet et les Français et les Français. Vous le savez, une grande aventure nous attend, faire de la France le pays qui aura su relever son modèle social, enclencher la mutation économique et revitaliser sa démocratie. Notre projet, celui que nous portons, il est ambitieux. Ce que nous promettons, nous le tiendrons. Notre projet, il a été longuement mûri, passé au crible de l'expertise, de la consultation citoyenne. Il a été discuté avec la société civile, avec les responsables, des associations, des syndicats, des ONG. Notre projet, il est sérieux. Alors, ces priorités, quelles sont-elles? Ces priorités, elles sont de 3 ordres. Et je veux bien sûr d'abord répondre à l'urgence sociale. Car la réponse à l'urgence sociale, c'est la condition de toute notre action. La condition aussi du relèvement et de la cohésion de la France. J'ai donc mis en tête de mes missions la revalorisation du travail. La revalorisation du travail parce que c'est le travail qui crée la dignité du travailleur, qui lui donne sa perspective, sa chance, sa possibilité de choisir sa vie. Le travail, c'est ce qui relie la société. C'est ce qui donne sa fierté, l'estime de soi et des siens. C'est ce qui donne aussi son utilité. Alors, oui, nous le savons, la gauche, et je l'affirme ici, je l'affirme fort, c'est le parti du travail, de sa juste rémunération, de la conquête du droit et des libertés. La gauche, c'est l'émancipation des travailleuses et des travailleurs. C'est pourquoi je propose des mesures propres à reconnaître au travail sa place centrale dans la société. Elle porte ces mesures sur le pouvoir d'achat, sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, sur les conditions de travail, sur les retraites, sur les écarts maximaux des rémunérations que nous souhaitons limiter de 1 à 20, sur le pouvoir des salariés dans l'entreprise et plus largement aussi la condition de tous ceux qui sont ignorés alors qu'ils assurent, notamment dans cette période de crise sanitaire, la vie matérielle du pays. Ce plan sera examiné, négocié dans les branches professionnelles et chaque mesure fera l'objet d'un débat ouvert avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire avec les syndicats. La mesure que j'ai voulu mettre en avant, cette mesure phare qui sera prise dès le début de mon mandat, c'est le SMIC. Il sera revalorisé de 15%, soit 200 € net par mois. Nous rendrons justice au dernier, au premier de cordée, et nous ne laisserons pas tomber comme les derniers, non pas
d'un pays qui devrait beaucoup plus reconnaître qu'ils sont en avant et qu'ils nous permettent de tenir. C'est un effort, bien sûr, qui est demandé aux entreprises de notre pays. Mais c'est un effort qui est réaliste et réalisable. Et je constate, d'ailleurs, que les entreprises, aujourd'hui, sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre. Et même, dans beaucoup de cas, à la désaffection des travailleurs pour des emplois qui sont mal rémunérés ou avec des conditions de travail difficiles. Il s'agit d'une mesure de justice, ce que je propose, mais c'est aussi une nécessité économique. Et je veux, au-delà du relèvement nécessaire des salaires, répondre au défi social dans son ensemble. Et dans cet ensemble-là, j'y reviens. Certains d'entre vous savent combien je suis parfois têtue. L'égalité salariale réelle entre les femmes et les hommes. Assez de paroles, nous y arriverons. Nous ferons aussi, pour ce faire d'ailleurs, pour aller vers cette égalité, un congé paternité de 16 semaines, dont 6 obligatoires. Sur le modèle je veux considérer, former et rémunérer les enseignants à hauteur de l'importance de leur mission, en démarrant par les débuts de carrière pour l'augmentation de la rémunération de ces jeunes enseignants. Et nous le savons, mes amis, l'éducation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Bien sûr que ça coûte, mais ça rapporte bien plus. Ça rapporte des citoyens autonomes, conscients, des travailleurs formés. Ça bâtit l'avenir de notre nation, l'éducation. Et pour préparer nos enfants au monde dans lequel nous vivrons, l'école doit sans cesse rénover ses pédagogies en faisant confiance, là encore, au dévouement, à la compétence des professeurs. C'est le meilleur moyen d'assurer la transmission des savoirs qui reste bien sûr le cœur de la mission de l'école. Apprendre, apprendre par la pratique, apprendre à apprendre, apprendre à coopérer, apprendre dans son environnement, dans la nature, dans sa commune, apprendre les nouveaux langages du numérique, apprendre à s'informer à chaque fois. C'est l'innovation qui assure l'éducation. Et je le dis ici, en Seine-Saint-Denis, mes chers amis, pour rétablir la promesse de la République et permettre la réussite de tous les élèves, je mettrai fin aussi au ghetto scolaire. Je veux promouvoir à l'école les valeurs de la citoyenneté et du respect. L'école de la République, c'est celle du respect de chacun. La transmission des valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la lutte contre toutes les discriminations, je les cite, l'antisémitisme, le racisme, le sexisme et ce que l'on appelle aujourd'hui les LGBT-phobies, sera au cœur d'un enseignement civique repensé et renforcé. De laïcité. Les atteintes à la laïcité seront sanctionnées et les professeurs seront protégés de toute pression extérieure sur la pédagogie ou sur leur programme. Mes chers amis, ici, je n'oublie pas Samuel Paty. Je le dis aux parents, aux enfants, la lutte contre le harcèlement scolaire sera un sujet de grande mobilisation du quinquennat et s'appuiera sur la formation de l'ensemble des personnels. Je veillerai à l'application d'une règle très simple. Tout cas de harcèlement, qu'il ait lieu à l'école ou en ligne, devra donner lieu à une réponse de l'institution, passant par le dialogue avec l'auteur du harcèlement et, si nécessaire, par sa sanction. Je supprimerai, et ça vous m'avez déjà entendu le dire avec beaucoup de force, je supprimerai Parcoursup. De règles
équitable des enfants des classes populaires et des classes moyennes à l'enseignement supérieur. Parcoursup est un algorithme qui décide de la vie de nos enfants. Alors ce sera un service public de l'orientation renforcé pour donner à chaque élève du secondaire un accompagnement dans sa vie. Des places seront créées aussi à l'université, notamment là où les formations sont le plus demandées. Et je le redis ici, parce que c'est un vrai danger. L'université ne sera pas privatisée. La sélection ne se fera pas par l'argent. J'en ai aucune conviction. Je pense à cette jeunesse. Aujourd'hui, entre Parcoursup et la sélection par l'argent, je n'aurais sans doute pas pu suivre les études supérieures, celles que j'ai pu suivre et qui m'ont donné ma liberté. Alors je veux garantir aussi, bien sûr, un accompagnement individualisé à tous ces jeunes qui décrochent de l'école. Et nous le savons, chaque année, 100 000 d'entre eux quittent prématurément le système scolaire, sans diplôme, sans qualification. Je ne les laisserai pas perdre espoir, ni même l'estime d'eux-mêmes. Je refuse qu'ils soient condamnés à des procédures subordonnées. À eux et à ceux qui les entourent, à leurs parents, je leur redonnerai des perspectives. C'est pourquoi je soutiendrai, je développerai le tutorat qui permet de mobiliser autour des jeunes en risque de décrochage des équipes associatives et éducatives dans un cercle vertueux qui allie soutien scolaire, échange d'expériences. La jeunesse, mais aussi l'urgence sociale, nous le savons, c'est garantir le droit à profiter de sa retraite par le maintien de l'âge légal à 62 ans et la prise en compte réelle de la pénibilité. Et l'urgence sociale, c'est aussi relancer la construction de logements à des prix abordables. Je veux mettre en place un bouclier logement pour qu'aucun ménage ne dépense plus d'1 tiers de ses revenus pour se loger. Mais l'urgence sociale, c'est aussi garantir la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et cela commence où? À l'école, qui doit accueillir tous les enfants. L'urgence sociale, c'est aussi donner les moyens aux jeunes, les moyens de leur autonomie, avec un minimum de jeunesse dès 18 ans et une dotation de 5 000 € à l'âge de 18 ans pour financer leurs projets personnels, professionnels. Mes amis, une campagne pour l'élection présidentielle, c'est l'occasion de parler des vrais sujets qui sont parfois totalement absents des débats. C'est la raison pour laquelle, je le dis ici solennellement, je souhaite aussi que cette élection de 2022 soit l'occasion d'aborder un enjeu essentiel dont personne ne parle, et pourtant crucial, enthousiasmant, celui de la révolution de la longévité. Oui, mes amis, le vieillissement de la population est une chance, mais nous devons adapter notre société. Et vous connaissez mon attachement aux enjeux de la transition écologique. Et je le dis avec force, il y a une autre transition, la transition démographique, elle doit aussi nous mobiliser. Et je me rappelle, il y a 4 ans, Emmanuel Macron annonçait fièrement une loi grand âge et autonomie pour la fin de 2019. Cela d'ailleurs, rappelez-vous, devait être le marqueur social du quinquennat. 3 petits points, il y en a eu tellement d'annoncés, mais on a vu le résultat. Même après une crise sanitaire qui quand même a placé au cœur des débats les personnes âgées, fragiles, et aussi tous ces professionnels, d'ailleurs souvent des femmes, qui les accompagnent avec dévotion dans le service à domicile comme dans les EHPAD, eh bien, même après une telle crise,
le projet a été abandonné en rase campagne. Voilà, en fait, le vrai marqueur du quinquennat Macron, c'est qu'il n'y a pas eu de marqueur social. Et pourtant, les métiers du grand âge doivent être valorisés dans la formation, dans la rémunération, dans les déroulements de carrière. Surtout les personnes âgées qui souhaitent vieillir à domicile doivent être davantage soutenues. Souvenez-vous, l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, c'est la gauche qui l'a créée il y a 20 ans, avec Lionel Jospin, avec Martine Aubry et avec Colette Blanchard, à laquelle je pense aujourd'hui que je vais rendre hommage. L'APA, c'est encore la gauche qui l'a augmenté significativement en 2015. Eh bien, je vous le dis, l'APA à domicile sera revalorisée pour permettre plus d'intervenants à domicile au soutien des personnes âgées et dépendantes. Alors oui, nous ferons un service public de la perte d'autonomie, ce guichet unique pour les familles et pour éviter ce sempiternel parcours du combattant que beaucoup connaissent très bien ici. Mes amis, voilà les urgences sociales, il y en a beaucoup d'autres, mais les mesures dont je voulais vous parler. Le deuxième défi, la deuxième urgence, c'est bien sûr l'écologie. Nous le savons. Le dérèglement climatique fait peser une menace mortelle sur l'humanité. La transition écologique est forcément en tête des priorités pour un gouvernement de gauche. Elle suppose toutefois un progrès pour tous, car elle ne peut pas être supportée exclusivement par les classes moyennes et les catégories populaires. Alors il s'agira de réorienter notre économie en se dotant d'un outil de planification économique. Il faudra des investissements publics massifs dans la transformation de nos modes de production pour financer le choix des énergies renouvelables. Autrement dit, seule la social-démocratie, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui en Europe, est à même de réussir cette grande transformation. L'écologie, elle s'inscrit dans une ambition large, celle d'une société juste. Et je le redis, nous ne voulons pas juste l'écologie, nous voulons une écologie juste. Là aussi, je reprends des mots. Nous l'avons appelé le tiers payant rénovation. Le vaste programme d'isolation des logements se heurte à quoi? À des difficultés de pouvoir d'achat. Les ménages hésitent à engager des travaux nécessaires parce qu'ils doivent supporter ce qu'on appelle un reste à charge dissuasif. Cette mesure que nous proposons viendra en aide aux ménages. Et ainsi, la France réduira rapidement aussi le nombre de ces passoires thermiques. Elle pourra réaliser au plus vite cette rénovation massive de ces 760 000 logements par an. Et pour répondre à cette urgence climatique, il faudra aussi prendre d'autres mesures, beaucoup de mesures très importantes. Par exemple, consacrer les droits de la nature, atteindre l'objectif des 100% d'énergie renouvelable, sans le priver de l'accord du nucléaire, garantir de mobilité durable pour tous et partout, et surtout dans les territoires ruraux ou dans les territoires que l'on dit périurbains. Il faudra soutenir l'installation des jeunes agriculteurs. Il faudra lancer ces 4 grandes odyssées industrielles de demain, conditionner toutes les aides publiques aux entreprises à l'engagement d'un strict respect de critères sociaux et environnementaux, avec un remboursement d'ailleurs en cas de violation de ces engagements par les entreprises. Il faudra instaurer une fiscalité juste avec un ISF climatique. Et la France portera, je vous le dis, le projet de création d'une Cour pénale internationale pour lutter contre les crimes d'écocide. Le troisième défi que nous avons à relever, et vous le savez, il est démocratique. La France traverse une crise profonde.
Une crise démocratique comme peut-être d'autres pays, mais peut-être plus, parce que nous sommes un peuple très politique, et donc forcément, facilement déçu par la politique. Beaucoup de citoyens ont le sentiment que les décisions leur échappent, que l'avenir du pays se décide en dehors d'eux, dans des cercles de sachants, de puissants, que le fonctionnement de la vie politique ne permet pas d'organiser une véritable représentation du peuple. D'ailleurs, le comportement et les provocations du président sortant n'ont rien fait pour atténuer ce sentiment. Cet état de choses favorise des réactions violentes, la montée des extrêmes, la réaction populiste, identitaire. Pour relever ce défi démocratique, je commencerai par le commencement, c'est-à-dire avant même les institutions, par la culture. Parce que la culture, c'est la création, c'est le patrimoine, ce sont les pratiques culturelles, c'est tout le travail des artistes. Ils dépassent la relation de chacun d'entre nous avec la beauté, l'art, l'émotion, avec les œuvres d'hier et d'aujourd'hui qui en fait élèvent l'âme humaine. La culture, c'est ce puissant levier de la vie collective, c'est cette communion avec l'humanité, c'est cette école de tolérance et d'acceptation de l'autre. Et à cet égard, mes amis, il est fondamental de redonner du sens à la politique culturelle de notre pays. Pour moi, la culture, elle est placée au cœur du projet républicain. Je crois plus que jamais à la culture comme élément d'émancipation, à l'importance de la place donnée aux artistes. Ils sont tellement importants, les artistes, dans notre société. Ils nous font comprendre la vie, ils nous font comprendre le monde, ils nous permettent d'aller au-delà du langage qui parfois limite nos échanges. Les artistes, la culture, comme levier de transformation sociale et de solidarité, à l'importance de notre patrimoine et de nos créations comme reflet de notre histoire commune, c'est cela, la culture et les artistes, au cœur du projet républicain. Et cette ambition, bien sûr, qu'elle passe d'abord par un soutien indéfectible à la liberté de création. La liberté de création des artistes, c'est notre liberté. Et elle ne pourra se déployer qu'en impulsant une politique culturelle forte en direction des jeunes d'abord, et de faire ainsi du prochain quinquennat celui de cette rencontre magnifique entre la jeunesse et la création artistique. Je l'emploierai. Je veux une juste rémunération des auteurs, une lutte contre l'uniformisation des contenus, une aide à la création. Et je veux ici réaffirmer l'importance du service public de la culture, parce qu'il est garant de la diversité artistique. Face à l'éclatement de notre société et aussi à cette concentration croissante des médias qui quand même pose des problèmes démocratiques. J'agirai pour garantir le pluralisme des médias et l'indépendance des journalistes. Pour cela, je renforcerai aussi le service public de l'audiovisuel, je rassurerai le droit de l'auteur, de son indépendance soit confortée et réformée. Je m'attaquerai aussi, je vous le dis, à la régulation de ce secteur numérique, à la fois pour lutter contre la diffusion incontrôlée de ces messages de haine et pour protéger les forces de création numérique françaises contre une forme
d'impérialisme culturel, de grandes plateformes anglo-saxonnes. Mais oui aussi, bien sûr, puisque nous sommes dans le défi démocratique, il y aura une ambitieuse réforme de nos institutions. Et je veux, avec cette réforme de nos institutions, je veux d'abord que nous mettions fin à cette monarchie républicaine qui était la démocratie française. La démocratie française doit rester. Alors, là aussi, nous proposons un projet complet de démocratisation de la Ve République. Une mesure emblématique, la création du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Il permettra aux Français de déclencher un référendum sur les questions importantes qui leur tiennent à cœur. Et ce RIC deviendra un outil précieux pour exprimer les volontés de la société dans le champ politique. Il faut faire confiance à la démocratie pour renforcer la République. Faire confiance à une République aussi qui sera décentralisée, une décentralisation aboutie, qui garantira le service public dans chaque commune et qui reconnaîtra aussi pleinement les Outre-mer. Je le dis ici en Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France, parce que Paris, et aussi à côté, la voisine, est quand même une des principales grandes villes des Outre-mer, par la population que nous sommes fiers, bien sûr, d'accueillir. Et nous sommes fiers d'avoir cette diversité, cette créativité et cette énergie des Outre-mer dans notre pays. C'est un atout tellement précieux, infiniment précieux, pour la place de la France aussi dans le monde. Et pour autant, leur éloignement géographique aux Outre-mer et le manque de considération à leur égard au cours de toutes ces dernières années ont accentué des inégalités sanitaires, économiques, sociales qui ne sont plus tolérables dans notre République. Lieu d'une grande part de la diversité, de la biodiversité française, les Outre-mer seront aussi à la pointe de l'action écologique de notre pays. Et je veux, permettez-moi, revenir sur ces scandales sanitaires et environnementaux, comme le chlordécone en Martinique ou les sargasses dans les Caraïbes. Elles feront l'objet de mesures d'urgence dès 2022. Je l'ai dit ici, le travail du feu engagé pour toutes les personnes confrontées aux conséquences de l'exposition du chlordécone seront intégralement pris en charge par la sécurité sociale. Et je le dis ici, les collectivités du littoral confrontées aux sargasses seront accompagnées financièrement. Et pour assurer la représentativité des sujets ultramarins dans les médias, je recréerai au sein du service public une chaîne dédiée aux Outre-mer. Et je mettrai dans le cahier des charges de la défense et de la protection des obligations de traitement de l'actualité des Outre-mer à des horaires de grande écoute. Oui, c'est ce que nous devons à nos Outre-mer. Mais relever la démocratie, c'est aussi garantir la sécurité pour tous et partout. J'ai défini deux grandes priorités pour la sécurité des Français. La tranquillité publique et la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité organisée. Ma politique de sécurité cherchera l'efficacité dans la durée plutôt que le spectacle. D'ailleurs, comme Bernard Cazeneuve, cet homme d'État qui m'inspire, qui nous accompagne, comme Bernard Cazeneuve l'avait engagé avec sérieux et respect. La présence des policiers et des gendarmes sur le terrain sera renforcée, avec des recrutements réalisés pour répondre aux besoins locaux, précis, spécifiques. Nous allégerons aussi la procédure pénale. Ces policiers, ces gendarmes bénéficieront de formations adaptées, permettant aussi d'améliorer le lien avec les habitants et de mieux prévenir
toutes les formes de discrimination. Nous serons mieux répartis dans les quartiers et aux heures où les habitants ont le plus besoin d'eux. Ils seront mieux encadrés, plus disponibles pour résoudre toutes ces infractions du quotidien. La création d'ailleurs de police municipale ne donnera plus lieu au désengagement de la police nationale, mais permettra à chacune des forces de se recentrer sur ses missions prioritaires. Et mes amis, parce que vous le savez, notre pays continue de vivre sous la menace terroriste. Il nous faudra poursuivre l'adaptation de notre dispositif de prévention et de répression. Les services de renseignement verront leurs moyens confortés, d'un point de vue humain tant que technologique. Je mobiliserai aussi les services de renseignement pour intensifier la lutte contre les organisations criminelles, notamment les trafics de drogue qui pourrissent la vie de nos quartiers, et aussi contre la grande délinquance financière. Et la sécurité, mes amis. La sécurité, pour moi, ce sera aussi une lutte implacable contre les violences faites aux femmes. Nous devons finir avec les féminicides et les violences intrafamiliales qui ont un coût inestimable pour la société. Elles traumatisent les enfants. Je ferai de la lutte contre les violences aux femmes une priorité de mon action. Je rétablirai un ministère de plein exercice des droits des femmes. Et je le ferai dans un budget de 1 milliard d'euros. Vous savez, la République, la démocratie, elle tient si elle a une justice indépendante, respectée et qui réponde aussi aux besoins des Français. Alors nous ne voulons plus de cette justice qui chronomètre tout en allongeant ses délais, comme l'ont dénoncé eux-mêmes, et je veux le dire ici, avec beaucoup de courage, les magistrats, les greffiers et les auxiliaires de justice. Je veux les remercier de dire la vérité. La vérité, c'est que notre pays n'est pas à la hauteur, ni des enjeux, ni des attentes de nos concitoyens, ni même de ce que nous devons au personnel de justice dans notre pays. Alors oui, il y aura une loi de programmation quinquennale adoptée dans les premiers mois du mandat afin de lancer un plan de recrutement de magistrats, de greffiers, mais aussi de travailleurs sociaux. Et grâce à ces moyens supplémentaires, nous pourrons améliorer ce qui nous est demandé par nos concitoyens, la justice du quotidien, pas celle qui occupe la une des journaux, mais celle qui préoccupe réellement tant de Françaises et de Français. Réduction des délais, simplification des démarches, procédures aussi simplifiées, amélioration de l'accès aux droits, meilleure prise en charge des victimes. Nous agirons sur tous ces chantiers prioritaires. Mais il y en a un que je veux poser ici, l'indépendance du parquet. L'indépendance du parquet sera garantie en donnant au Conseil supérieur de la magistrature la compétence par un pouvoir d'avis conforme sur toutes les nominations des magistrats du parquet, comme il le fait aujourd'hui pour les magistrats du siège, parce que oui, au parquet, ce sont aussi des magistrats qui doivent avoir cette garantie d'indépendance. Une sanction qui éduque. Le tout carcéral, nous le savons.
échec. Nous avons des prisons surpeuplées, des conditions de détention qui, comme d'ailleurs en partie le parcours pénal, favorisent dans de nombreux cas, disons-le, de la récidive ou même de la radicalisation. Nous recourrons davantage aux alternatives à l'incarcération, mais ce sont des vraies sanctions efficaces qui seront mises en œuvre avec rapidité. La liberté surveillée, le placement sous surveillance électronique, le travail d'intérêt général et bien d'autres mesures. Mes amis, je vous le dis, nous moderniserons la justice, la sécurité, l'état de droit sera notre boussole dans ce projet pour conforter la République et la démocratie. Voilà quelques-unes des idées essentielles de notre projet que j'ai pu présenter la semaine dernière. Il recueille, vous le savez, vous le voyez, l'héritage de décennies de ces combats glorieux pour la justice. Ce projet, il définit et promeut aussi des outils qui nous permettront d'affronter les défis du siècle qui vient. Et il n'est pas de programme qui vaille sans la boussole d'une conviction solide et pérenne qui doit nous guider à chaque pas de notre démarche vers le progrès. Mes convictions, vous les connaissez, vous les partagez. Mais pour se présenter au suffrage des Françaises et des Français, encore faut-il les affirmer avec force et clarté. Alors oui, je crois à cette promesse républicaine qui reste trop souvent lettre morte et qui nous oblige ardemment pour que les valeurs universelles, celles auxquelles nous croyons, trouvent leur application concrète, pour que soient résorbées ces inégalités, ces ghettos urbains, pour que soient éradiquées les injustices qui frappent les habitants des quartiers populaires, pour que soient éradiquées les inégalités. Je crois aussi à la science et à la raison. Ce sont les outils du progrès quand elles sont mises au service de la liberté humaine. Je crois à la régulation de l'économie pour mettre au service des femmes et des hommes, orienter l'économie dans le sens d'une croissance décarbonée, respectueuse de la planète, une économie de la vie. Je crois à ces valeurs universelles qui fondent l'unité du genre humain, bien au-delà des différences culturelles ou nationales. Et je crois à l'Europe. Je crois à cette Europe qui assure la paix, depuis plus de 70 ans, quand elle organise la marche vers le progrès, la prospérité de nos peuples et le rayonnement de nos valeurs, quand elle relève aussi le défi écologique. Se présenter au suffrage des Françaises et des Français, croire à la promesse républicaine, cela va de pair avec les ambitions européennes. Et dans ce domaine aussi, je veux de la clarté. Et cette semaine, le président de la République a présenté à Strasbourg son projet pour les 6 mois, que dis-je, les 3 mois de présidence française de l'Union européenne. C'était un discours dans le droit fil de ceux prononcés auparavant à la Sorbonne, en Grèce. Mais que valent les paroles et les promesses quand sa pratique de l'Union européenne a donné si peu de résultats? Au cours de la crise sanitaire, c'est vrai, le pacte de stabilité a volé en éclats et je m'en félicite. C'est la démonstration, par la preuve, que les critères exclusivement financiers qui préconisent des réformes libérales, qui ont mené d'ailleurs l'Union européenne dans l'impasse et ruiné la confiance des citoyens. Mais Emmanuel Macron a-t-il proposé une substitution à ces critères et à ce pacte de stabilité? Non. Alors que nous avons besoin d'un pacte de progrès qui change la donne et qui permette concrètement aux Européens de vivre mieux. Et en matière sociale si importante et si attendue par les Européens. Le président de la République sortant joue, comme toujours, un double jeu. Mais c'était ça une marque de son quinquennat, ce fameux « en même temps ». Quand il dénonce la précarisation, mais quand il refuse quoi?
la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Moi, j'ai de l'ambition pour la France. J'ai de l'ambition dans l'Union européenne. J'ai de l'ambition pour l'Union européenne elle-même, où nos idées, nos projets peuvent progresser grâce à la conviction, grâce à la pluralité et grâce à cette alliance avec nos amis, les sociaux-démocrates qui gouvernent dans beaucoup de pays européens. Avec eux, nous allons transformer l'Europe. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que je les rejoigne en tant que président de la France. Alors oui, je crois dans une Europe respectée parce que fidèle à leurs valeurs, qui ne ferment pas les yeux, les amis, qui ne ferment pas les yeux dans un peuple génocidé comme celui de l'Ouïghour. L'Union européenne a besoin d'un nouveau projet. Pour retrouver la confiance des citoyens. Ce projet, les amis, a un nom pour moi, vivre mieux. Ce projet, les socialistes, les écologistes, la démocratie européenne. Ce projet correspond à l'Union européenne, le chemin de l'économie en matière sanitaire. Par exemple, nous devons modifier les règles en vigueur pour renforcer la production de vaccins, mais aussi de médicaments dont nous avons besoin. Notre Union, elle doit aller vers la reconquête industrielle ici pour répondre aux besoins des Européens. Je suis tellement heureuse de vous voir applaudir si fortement l'Europe et ce projet européen qui est le nôtre. Tellement heureuse. Important pour notre pays, évidemment, la jungle du commerce international. Alors je veux que notre Union construise un nouvel agenda européen, social, écologique, qui accompagne aussi une nouvelle gouvernance économique et un véritable espace public européen. Alors vous l'aurez compris, mes amis, tout ce projet que nous portons ensemble, pour la France, pour l'Europe, tout ce projet est un projet de rupture avec le cours actuel, avec ce que nous subissons depuis 5 ans, cette société méprisante pour les faibles et indulgente pour les puissants. Laisserons-nous la politique française égarée dans ce faux centre qui n'est qu'une vraie droite de plus? Laisserons-nous ces idéologues de régression et d'exclusion exercer leur influence délétère sur les esprits et sur les cœurs? Non! Laisserons-nous la gauche se perdre dans des chimères de la politique incantatoire? Non, mes amis! Nous avons rendez-vous avec l'histoire. C'est le grand combat auquel je vous appelle. Ensemble, nous allons redresser notre pays divisé, traversé par des conflits fratricides, nuisibles, ce pays qui demande justice, protection, espoir, énergie. Ensemble, nous allons retrouver le sens de notre vie en commun autour des valeurs de la République. Cette République laïque, sociale, écologique,